ou comme Sébastien Ménard, on ne sait jamais, qui est avec nous. Bonsoir Sébastien Ménard, pourquoi vous le regardez avec ses yeux de merlon frit? Non, mais vous dites que vous êtes avec des gens plutôt sympathiques. Je sais pas, vous aviez un regard de bulldog, donc c'est pour ça que J'ai pris sa place, il est jaloux, je parce crois. que comme les modalités de cette émission, c'est qui l'a dit, ont changé, je change moi-même mes modalités de présence. Vous voyez, Maintenant, c'est vous qui faites les règles du jeu. Voilà, c'est ça. c'est comme au casino, vous savez, pour être sûr de gagner, il faut être propriétaire du. Voilà. Du Je casino. n'irai pas jouer avec vous au casino. Ni On non jouera plus pas à la avec- belote ou au tarot. On ne jouera pas avec lui tout court. En C'est fait. clair. Ah. Même pas au Scrabble. Ouais. Mais on vous garde quand même pour le qui c'est qui l'a dit. Merci à vous. Allez, Trivial poursuite peut-être. Oui, ou le menteur poker, le menteur ou un truc comme ça. Non, non là, je suis sûr de perdre. Il a déjà perdu. Allez, le sommaire de cette émission, un peu plus d'une heure avant la fin de son ultimatum. Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de 2 semaines avec Téhéran. L'Iran avait soumis une proposition en 10 points. Fin des sanctions, enrichissement nucléaire maintenu, retrait américain, que Trump a qualifié de, je cite, de base viable pour négocier. En échange, la réouverture du détroit d'Ormuz. Et on vous pose cette question, cesser le feu en Iran, est-ce un camouflet pour Trump? Pour vous, c'est un camouflet ou un succès? On attend votre avis au 0826 300 300. Et moi, je dis que camouflet, le terme est faible. Philippe Bilger. Non, pas du tout. Ah d'accord, Sébastien Ménard. Pareil, pas du tout. D'accord. Un gros camouflet pour moi. Ah d'accord. Mais écoutez, voilà, c'est deux salles, deux ambiances. La pensée intelligente est à votre gauche, Cécile. Ah, tu vois, mais ça change pas. Hein. On a le droit de rêver. J'ai compris qu'il y avait 2 camps déjà. Surtout venant de Philippe David. La question du soir, 10 ans après la fusion des régions sous François Hollande, l'idée d'un retour à la région Alsace enflamme l'Assemblée nationale. Et on vous pose cette question. Alsace, voulez-vous retrouver votre région d'avant? Tiens, vous voulez revivre en Midi-Pyrénées ou en Languedoc-Roussillon plutôt qu'en Occitanie, en Aquitaine ou en Limousin plutôt qu'en Nouvelle-Aquitaine? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et vous êtes 83% à vouloir revenir à Midi-Pyrénées, Ah oui, Languedoc-Roussillon, Ah, c'est bien. Alsace ou Champagne-Ardenne. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors moi, je serais pour, mais malheureusement, j'ai peur que ça coûte beaucoup d'argent. Michael Sadoun, pour ou contre les régions d'avant? Contre. Ouais. Ça y est. Ouais, ça y est, Stop, c'est fait, c'est les fait. découpages, les redécoupages, Ouais. les avancées, les reculades, ça y est. Stop. Sébastien Ménard, Je sais pas. moite. Comme on En dit. même temps. Ouais. Ce serait bien, mais ça coûte trop cher. Voilà. Mais ce serait bien quand même, vous l'avez dit. Oui, la nostalgie est toujours un bon sentiment. Philippe Bilger. Et à 17h30, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Si on n'a plus le droit de poser des questions à un vendeur, vous avez qu'à le dire tout de suite. Hein. Écoutez. Oui, allô? Allô? Oui, Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur le Bon Coin. oui. Ouais. Laquelle? Bah justement, j'ai pas très bien compris, c'est des câbles électriques qui sont à vendre? Ouais, t'as tout compris, c'est exactement ça. Moi, j'ai une question aussi à te poser, là. Oui. Tu vas me faire chier longtemps ou c'est comment, là? C'est l'appel que tu me fais, là, c'est pour me faire chier longtemps? Non, voilà, c'est ça. C'est juste pour vous poser des questions, monsieur. C'est-à-dire que on demande comme on va acheter un gilet, on demande s'il est Mais les gens en sont laine ou d'une pas. grossièreté. Mais c'est- Moi, ça me dérange. Non, Et- Philippe, et- c'est vous qui êtes trop poli. Non, mais... Et Philippe, ce sont des vendeurs. Donc, Oui, mais c'est dingue. allez, tout de suite, les amis, cessez le feu en Iran. Est-ce un camouflet pour Trump pour l'instant, vous dites? Non, à 80%, ce que je trouve surprenant. Voilà. Vous Allez. voulez réagir ou on n'a pas compris avec Michael Sadoun? Ah ouais. Le On doit être 0826 bête. 300 300. Allez, c'est le grand débat du jour. Des drapeaux américains et israéliens incendiés dans les rues de Téhéran. Malgré le cessez-le-feu, les Iraniens pro-régime se sont rassemblés pour réaffirmer leur hostilité à Washington. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Tant qu'une résolution du Conseil de sécurité n'aura pas été adoptée, on ne pourra pas leur faire confiance du tout. L'arrêt des combats a été annoncé cette nuit par Donald Trump. Il affirme avoir remporté la guerre. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines. Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs. Dans cette longue guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, l'Iran vient de remporter une bataille en fait. Les Iraniens ont compris qu'il fallait juste une chose pour que Trump puisse sauver la face. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà de Suresnes et c'est Emmanuel qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, ma question, cher Emmanuel, est-ce que vous êtes du côté de Philippe Bilger et de notre ami Sébastien Ménard? Est-ce que c'est pour vous un camouflet pour Trump? Ah, pour eux, ce n'est pas un camouflet. Oui, justement, c'est l'inverse. Ah oui, ça, oui.
C'est-à-dire que Trump, il a cédé aux pressions, était obligé, il était assailli de la part de tous les États qui ont des pétroliers coincés avant le détroit d'Ormuz. Il a été supplié par tout le monde de faire un cessez-le-feu. Ceci dit, ce cessez-le-feu est une erreur. Moi, je ne crois pas qu'il va tenir longtemps. Je ne suis pas le seul à le penser parce qu'il y a des proches conseillers de Trump qui sont tout à fait d'accord, comme le général Kane. Je pense que de toutes les façons, si ce cessez-le-feu se transformait en paix durable, ce serait juste le délai qu'il faudrait pour que les Iraniens produisent une bombe atomique. Parce que cette fois-ci, je peux vous dire, après ce qu'ils ont pris sur la tête, si on les laisse tranquilles, les gens des gardiens de la Révolution, ils vont mettre l'accélérateur. Hein. Donc, mais Emmanuel, si vous dites que vous n'avez pas le choix, c'est que quelque part c'est un camouflet quand même. Oui, si vous voulez, c'est un camouflet, c'est quand on avait des gens qui étaient avec soi, par exemple, et puis qui vous laissent tomber. Là, ça n'est pas le cas vraiment. Il est simplement, il accepte un cessez-le-feu provisoire. Oui. Et puis c'est tout. Pour faire plaisir à tout le monde, pour que les pétroliers sortent de la rade. Oui, mais à quel prix? On va en parler justement. Philippe Bilger. Bougez pas Emmanuel. On va faire ma chère Cécile, réagir. je propose d'occulter la partie gauche de ce plateau. Dont Sébastien et moi, nous incarnons l'intelligence. La droite moderne. Non, mais plus sérieusement, je ne méconnais pas une seule seconde ce qui pourra probablement soutenir l'argumentation de mes amis. Mais il est erratique, il est imprévisible, il change d'avis, il menace, il fait des ultimatums qu'il ne tient pas, mais il n'empêche que l'ultimatum qu'il avait fixé pour 2h du matin, a abouti à quelque chose qui est déjà en soi positif, un cessez-le-feu durant 2 semaines, et d'autre part, peut-être, à la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors, je ne dis pas que c'est de la diplomatie de haut niveau, mais il n'empêche qu'avec sa manière inimitable, Trump parvient à donner une cohérence à ses desseins, même les plus erratiques. Et en définitive, conclusion, l'Iran est en grande partie détruit par rapport à ses armements, et d'autre part, on a un cessez-le-feu. Que demander de plus? Est-ce que vous avez bien lu les 10 propositions de l'Iran? Mais le comble, merci ma chère Cécile, je l'avais oublié, c'est un signe de plus de l'aberration de Donald Trump, c'est exactement les propositions qu'avait faites l'Iran quelques jours avant, et qu'il avait refusées. Il les accepte maintenant. Et donc ça sent le camouflet quand même. On va en parler dans quelques instants. C'est pas le camouflet. Attention, ma chère Cécile. Pas très bien l'odeur du camouflet, mais totalement neutre. Le gâteau n'est pas brûlé, mais ça sent quand même le roussi. Le roussi, ah oui, là, il sent beaucoup le roussi. Ouais. Avec nous. Dans un instant, bien entendu, les autres voix donneront leur avis, et puis vous, Emmanuel aussi, et vous, 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus. On sent dans cette attablée de droite comme de gauche qu'il y a une scission dans le cadre du sujet du jour avec Philippe Bilger et Sébastien Ménard à droite, sur la gauche Michael Sadoun et Philippe David, et vous 0826 300 300. Emmanuel est déjà avec nous et on parlait de ce cessez-le-feu en Iran. Est-ce que c'est selon vous un camouflet pour Trump? Pour l'instant vous dites non en majorité. Non, à 80%, ce qui est à mon avis surprenant. Alors on a envie d'entendre la fin de la partie de droite de ce débat avec Sébastien Ménard. Comme ça, vous pourrez bien entendu balancer tous vos arguments. Je laisse les pro-Trump dérouler. Non, mais on n'est pas. Monsieur Sadoun, déjà, je vous permets pas. Je me permets moi-même. On se connaît pas. Il fait son coincé. Mais c'est une bonne manière de se connaître. Non, moi, je trouve nos auditeurs particulièrement bien câblés. Non, mais je vais le dire parce qu'en fait, il y a pas de contre-argument à vouloir la paix, à vouloir un cessez-le-feu, parce que moi je ne vois pas où est le camouflet. Politique, là. Non, mais je vois pas où est le camouflet quand les bombes s'arrêtent, quand il n'y a plus de morts, entre guillemets, le moins possible, parce que c'est ça qui est en train de se passer là, au moins pendant 15 jours. Donc après qu'on vienne me dire Trump a tout cédé, il n'a rien cédé du tout, rien du tout.
Rien du tout. On connaît Trump. Il y a 10 résolutions défendues par l'Iran. Il y en a la moitié d'une qui est aujourd'hui, entre guillemets, acceptée. C'est qu'il faut réouvrir le détroit pour permettre, quelque part, aux échanges mondiaux de se faire. Mais moi, je vous trouve, messieurs, je vais le dire, malhonnête intellectuellement. Vous nous avez pas encore entendu, alors c'est bien. Non, mais vous êtes... Non, mais attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que vous dites que c'est un camouflet. Vous l'avez dit. Oui. Vous l'avez dit en happening. Oui. Et vous êtes en préventive. C'est pas un camouflet quand on souhaite la paix, quand les bombes se taisent, quand les armes tombent. Voilà. Je suis désolé, mais Monsieur Sadoun, allez-y ramer maintenant. Voilà. Ce n'est pas un camouflet. Après ce discours de l'ONU, vous pouvez y aller. La guerre n'est jamais jolie, en effet, mais je crois au concept de guerre juste. Donc quand on a un État iranien qui menace Israël de destruction depuis au moins 40 ans, qui est un facteur de déstabilisation déjà actuellement dans la région, puisqu'il finance entre autres le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, des milices chiites un peu partout, je considère que la guerre contre l'Iran n'est pas une incongruité. C'est même le rétablissement, je dirais, d'une certaine justice et peut-être d'une paix à très long terme dans la région. Donc je regrette qu'il ne soit pas allé au bout. Ensuite, pourquoi je considère que c'est un camouflet pour Trump ? Parce que je ne comprends pas très bien ce qu'il a, après ces semaines de combat, obtenu là-bas, si ce n'est un relatif désarmement du régime, qui n'a pas permis de le faire tomber. Donc au final, qu'est-ce qu'on a ? Maintien de l'enrichissement nucléaire de manière maintenant totalement assumée. C'est faux. En tout cas, c'est dans l'accord qu'il a signé. C'est faux. Ensuite, pour l'instant, il a rien signé du tout. Il a dit qu'il allait signer. Non, mais il a rien signé du tout. Ne dites pas qu'il a signé. Il a rien signé du tout. Il a dit qu'il allait signer. Alors peut-être que vous vous basez sur des mensonges. Il a rien signé du tout. Ok. Alors ensuite, contrôle du détroit d'Ormuz, encore actuellement par l'Iran, qui leur permet même de percevoir une taxe de passage, qui va les enrichir. Pour l'instant, personne n'a payé. Et puis le bilan dans tout ça, c'est quand même 30 000 Iraniens qui se sont fait massacrer par leur régime pour rien. À qui on a promis quelque chose quand même en intervenant là-bas, c'est-à-dire d'affaiblir leur régime pour le faire tomber, et qu'on est en train de laisser, désolé de le dire, dans la merde. Donc je considère que oui, c'est un camouflet pour Trump d'abord, parce que désolé de dire qu'il n'a fait qu'accorder un cessez-le-feu à un régime qui était déjà acculé par une puissance qui lui était supérieure, Israël et les États-Unis. Et puis ensuite camouflé certainement pour Israël qui aurait aimé se débarrasser d'un allié historique, et pour les Iraniens qui auraient aimé se libérer de leur régime. Alors moi je suis entièrement d'accord avec Mickaël Sadoun, je vais aller encore plus loin, donc je peux déjà décevoir Sébastien Ménard, je range les rames parce que là on va sortir et puis mais là non mais lui il a pas parlé des rames, là je sors le réacteur du porte-avions Charles de Gaulle. Alors déjà moi j'adore le type qui vous dit la veille je vais faire disparaître une civilisation, le propos totalement surréaliste, et qui le lendemain cède sur tous les points à l'Iran. Alors là, désolé, moi vous savez à qui il me fait penser ? Il me fait penser à Bourvil dans la traversée de Paris, quand il y a Gabin qui fait monter le prix du cochon, et que Bourvil dit en parlant de Gabin, vous voulez que je lui casse la gueule ? C'est tellement grotesque, mais c'est grotesque. Et il y a encore des gens pour défendre ça. C'est un matamor qui roule les mécaniques, mais qui ne sait pas où il va. Moi je crois par contre mais attendez, vous êtes caricatural, vous êtes un petit Trump. Mais bien sûr. Non mais attendez, alors, mon cher ami, il faut toujours se mettre au niveau de ses interlocuteurs, ça s'appelle l'empathie dans un débat. Donc prenez-le pour vous. Et mais là, avec une telle démonstration, les auditeurs vont vous donner tort à 99%. C'est quand même pas mal Bourvil. Non mais Bourvil, c'est exactement ça. Mais moi j'ai peut-être une idée qui pose problème. C'est le coût de la guerre. Parce que cette guerre a déjà coûté au Trésor américain en 37 jours entre 22 et 31 milliards de dollars. J'ai été voir ce qu'ils ont tiré comme munitions. Ils ont tiré 850 missiles de croisière Tomahawk. Un missile Tomahawk, ça coûte 3,6 millions de dollars pièce. Pendant toute la guerre d'Irak, vous savez combien ils en ont tiré ? Ils en ont tiré 802, c'est-à-dire 48 de moins. Là, en 37 jours, ils ont tiré, et je parle même pas du reste, les bombes guidées laser, le carburant des avions, et tout y quanti, d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un problème d'argent, parce que l'argent ça compte également dans une guerre, cher ami, qui implique ça, parce que ça, par rapport à ça, mais Canossa, mais c'était de la rigolade. Mais il est où camouflé ? Mais le camouflet, mais attendez, le type il dit je vais rayer une civilisation de la carte le dimanche, et le lundi il baisse son pantalon. Mais arrêtez. Est-ce que vous avez compris un petit peu qui est Trump ? Bah oui. Est-ce que vous l'avez compris ? Le problème c'est que j'ai compris qu'il était tellement stable. Vous avez des similitudes avec lui. Oui. Vous êtes entre l'admiration excessive et l'érectation. Mais non. Pour répondre à Mickaël, déjà le terme camouflet
camouflet est très discutable, même sur le plan psychologique. Je veux dire, c'est lui qui mène le jeu. Et par conséquent, à un certain moment, les Iraniens acceptent de concéder quelques petites choses. Votre argument sur les 30 000 morts est un tout petit peu malhonnête, cher Michael, parce que je viens de dire qu'il y a quand même eu une simultanéité de tous ces événements. À Donald Trump. La définition, c'est eux qui leur a donné de l'espoir. Monsieur Sadoun, la définition d'un camouflet, vexation humiliante. Où est la vexation humiliante? Alors, si vous me parlez du point de vue de Donald Trump est un maître dans l'art du storytelling, donc lui ne le ressentira jamais comme un camouflet. Ai-je le droit, moi, de ma perspective, d'estimer que c'est, si ce n'est un camouflet, au moins une débâcle? Ah bah visiblement non. Par rapport à quoi, Michael? Par rapport à un objectif de base qui était quand même de fragiliser un régime qui, au contraire, s'est affirmé parce que il a résisté. Quel était l'objectif d'ailleurs? L'objectif, déjà les objectifs étaient multiples. Il y avait le désarmement nucléaire quand même. Désolé de vous dire que c'est comme ça que ça a commencé dès juin dernier. Ça s'appelle une tarte à la crème et ça fait 25 ans que ça dure. Mais pas du tout. Il a bombardé Formose puis Natanz quelques mois plus tard. Non mais c'est une tarte à la crème qui est très importante pour Israël puisque sa survie en dépend. Donc peut-être que vous vous fichez de la survie d'Israël. Mais moi c'est pas mon cas. Arrêtez de tout ramener à Israël. Excusez-moi de parler de la région un petit peu. Non mais d'accord, mais il y a pas que des Israéliens dans cette partie du monde. Pardonnez-moi aussi. Non, il n'y a pas que des Israéliens dans cette partie du monde. C'est une histoire de géographie. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le régime iranien ne tient que sur ce storytelling et sur le fait qu'il est concentré sur Israël. Je ne sais pas si c'est un truc qui vous a échappé dans votre analyse. Absolument pas échappé. Bon, alors je vous le rappelle quand même au cas où. Donc l'effondrement du programme nucléaire iranien était quand même fondamental dans les objectifs de guerre à la base. L'affaiblissement du régime aussi. Je pense aussi que l'approvisionnement en pétrole de la Chine pour Donald Trump était important. Et il n'en sera rien parce que la Chine continuera d'être approvisionnée par l'Iran comme ça se faisait avant. Donc désolé de vous dire que aucun objectif de guerre n'a été vraiment réalisé. Je ne sais pas quels étaient les objectifs à la base, mais je vois pas d'avancée. C'était un monstre à 1000 têtes, il en a décapité 980, quasi 990. Pas du tout. Voilà il a décapité Khamenei et il reste tout le régime. La grande faiblesse de votre argumentation à tous les deux ciseaux, rapprochez notre ami Philippe de votre pertinence relative. Oui. C'est le fait qu'on a reproché à juste titre à Donald Trump de n'avoir jamais fixé ses buts de guerre. Et donc, d'une certaine manière, on ne peut pas lui imputer le moindre échec. D'accord, il n'y a pas d'échec parce qu'il n'y a pas d'objectif. Voilà. Il n'a jamais ça. Vous êtes fort quand même. L'échec étant quand même de ne pas avoir d'objectif, non? Excusez-moi. Oui. Emmanuel, vous êtes de quel côté? Allô? Emmanuel, vous êtes de quel côté? Alors moi, je ne peux pas considérer ça vraiment comme un camouflet. Pour moi, c'est un petit recul tactique, c'est une pause qu'il est obligé de concéder parce qu'il est sous pression énorme de la part de ses partenaires occidentaux, du Japon, de tout le monde. Donc il fait une pause. Il a atteint un certain nombre d'objectifs de guerre, c'est évident, mais il ne peut pas en rester là de toutes les manières parce que sinon, d'une part, il n'aura pas libéré du tout les Iraniens et en même temps, il aura juste motivé les galères de la révolution pour aller encore plus vite dans l'arme atomique. Donc c'est pas terminé pour moi. Donc, on verra. On polarise un petit peu sur un événement ponctuel. Merci beaucoup Emmanuel, puisque j'avais organisé un week-end tous ensemble en thalassothérapie, on va l'annuler quand même. Je constate qu'Emmanuel valide nos positions avec Michael Sadoun. Certains vont envoyer les autres dans la piscine, ça va être un enfer. Merci beaucoup Emmanuel, vous restez avec nous dans quelques instants. On revient pour le seul contre tous et aujourd'hui, Michael Sadoun, vous dites que la stratégie des LR est catastrophique. Catastrophique. Et Philippe David, il faut fermer l'ambassade d'Iran à Paris. Et j'assume totalement. Voilà, j'imagine. Sinon, c'est pas le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, à tout de suite. Il a changé d'avis. 17h-20h. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, pendant les 25 jours Auchan, on fait le choix de vous proposer un festival d'économie. Jusqu'au 19 avril, profitez de 70% de remise immédiate sur le pack de 3 boxers hommes Umbro, soit 7,50€ au lieu de 24,99€. 70% de remise sur les 3 boxers Umbro? Ça va faire des dessous bien en dessous du prix. Auchan, le choix, le bon. Du S au XXL, 95% coton, 5% élastane. Offre valable dans vos magasins Auchan participants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et le débat continue autour de cette table. On aurait dû faire un petit peu plus long. Vous avez raison, Maxime. On aurait presque pu faire 2 heures de surtout notre que là, je peux vous dire que Sébastien Ménard et Philippe Bilger, ils sont carpettes. Ouais. Là, pour non, ils sont pas carpettes. On vous en a foutu plein la tronche pendant la pub. Vous plaisantez. Vous rigolez. Ils ont été beaucoup plus modérés quand les micros ont été. Vous voulez qu'on dise à l'antenne ce qu'on vous a dit hors antenne? Vous étiez ridicule. Qu'est-ce que vous avez dit hors antenne? Qu'ils étaient ridicules. Ah bah oui, il a dit à la qu'il devait bien se rendre à mon argumentaire. C'est parce que vous êtes un drone de gars qu'on va avoir peur. Non mais attendez. Mais on comprend que dire que Trump a perdu la guerre, mais vous plaisantez. Ils n'ont absolument pas dit ça. Absolument, mais si. Et d'ailleurs, Michael a dit ils ont dit pendant la pub que l'Iran sortait renforcé. Renforcé. Vous seriez un très mauvais journaliste. C'est pas mon métier. Justement, arrêtez de le faire. Alors, ne relatez pas les mots des autres si vous savez pas les relater. Allez, tout de suite, le seul contre tous. Là, c'est un camouflet. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Michael Sadoun, la stratégie des LR est catastrophique. Oui, alors je voyais Bruno Retailleau réagir face à Benjamin Duhamel et puis il se démenait pour expliquer qu'il était vent debout et très très énervé contre les LR qui auraient donné des signes d'amitié envers Ciotti ou envers l'alliance que Ciotti a fait avec le Rassemblement National. Pendant ce temps-là, je ne vois rien dire vis-à-vis de Xavier Bertrand ou vis-à-vis de ces lieutenants centristes qui passent leur temps à le désavouer et à, désolé de le dire comme ça, lui chier dans les bottes. Donc je trouve que Bruno Retailleau, qui prétend incarner une forme de leadership pour la droite, puisqu'il est contre l'union des droites, mais il est pour l'union des droites quand c'est derrière lui, gagnerait peut-être déjà à affermir son autorité et sa position dans son propre parti, au lieu de critiquer des gens qui sont sur des positions idéologiques qui lui sont très semblables, tout en laissant très tranquille des gens qui le détestent idéologiquement. Parce qu'il faut dire quand même que les centristes, Copé, Bertrand, etc., ont passé des années à insulter Retailleau, la vieille droite rance, qui pue, Cato, machin, Berck, etc. Copé lui-même l'a reconnu dans une interview pendant la primaire de la droite, quand Retailleau a gagné, il a dit oui, bon, bah ça, j'ai dit ça il y a quelques années, mais au fond, bah, maintenant je le pense plus, il faut aller de l'avant. Ces centristes-là, ils le détestent. Donc, ils devraient arrêter de leur donner des signes en permanence et peut-être songer en effet à une union des droites. Je suis rassuré, mon cher Michael, parce que votre sujet était tout à fait intéressant et aurait pu être approfondi, parce que j'admets que ma défense permanente des Républicains commence à prendre du plomb dans l'aile. Je l'admets, mais pas à cause de ces choses dérisoires que vous venez d'évoquer. Mais il est évident que Xavier Bertrand n'est pas un problème pour Bruno Retailleau. Vous imaginez qu'il va dépenser de l'énergie alors que Xavier Bertrand est désavoué par l'ensemble des Républicains? Il n'y a pas que Xavier Bertrand. Mais alors, si vous voulez me faire dire... Jean-François Copé. Mais il n'existe plus, Copé, si vous depuis 20 voulez ans. me faire dire qu'en réalité, Bruno Retailleau, après son élection triomphale, a manqué d'autorité, je vous rejoins totalement. Merci bien. Mais je trouve que le thème que vous avez adopté, et finalement vous l'avez réduit, au lieu d'aller peut-être ce que votre intelligence aurait permis, en profondeur, dans le fait que les Républicains aujourd'hui commencent tellement à s'éclater qu'on peut craindre en effet qu'ils disparaissent. C'est autre chose. C'était une métonymie, cher Philippe. Oui, mais ne parlez pas pour votre partenaire, il comprend pas. Le partenaire, c'est Philippe David. Je vais le manger. Non, il a mais évidemment, ce fait que tu peux considérer comme mineur est révélateur d'une fracture beaucoup plus profonde chez LR, pas tellement entre les militants, mais entre la base des militants et les cadres du parti, qui sont des centristes, qui sont maintenant totalement acquis au macronisme. Grand bien leur face, de toute façon, ils pensent pareil qu'Édouard Philippe, etc. Donc je vais même pas leur en vouloir. Mais Retailleau devrait tenir une ligne. Mais c'est pas vrai. Avant écoutez ce qu'a dit Laurent Wauquiez ce matin. C'est pas un vrai choix qui est proposé aux Républicains et aux militants. C'est un choix de dupe. Parce qu'on leur propose des options dans lesquelles la seule vraie question ne leur est pas posée. Est-ce que vous souhaitez à tout prix un candidat LR avec d'autres candidats de droite et le risque de perdre? Ou est-ce que vous souhaitez le rassemblement de la droite?
Voilà, c'était chez Jean-François Aquili ce matin à 8h15. Même Wauquiez, il s'est fait insulter par Barnier en réunion de groupe à l'Assemblée. Attends, mais Wauquiez, de toute façon, il n'a qu'une ambition, c'est faire la peau de Retailleau. Alors, Sébastien Ménard ou Philippe David, comme vous voulez. Sébastien Ménard. Voilà. Allez, on y va. Merci beaucoup pour cette politesse. David. Non, je suis désolé. Je suis désolé, Mickaël, mais quand, vous desservez votre propos. Copé n'a jamais été un centriste, jamais. Aujourd'hui, il l'est. Non, mais il a jamais été il a centriste. prôné l'alliance avec le Il a jamais, absolument pas. Depuis 8 ans, il le prône. C'est complètement faux. Non, c'est complètement faux. Jean-François Copé, depuis 2000, moi c'est simple, j'ai proposé, quand j'ai co-créé En Marche avec un certain nombre de personnes, j'ai démarché Jean-François Copé. On a eu une fin de non-recevoir dès 2016, 2017, 2018, 2019. Après, il a compris qu'effectivement Emmanuel Macron s'était imposé, installé. Il a peut-être cherché effectivement quelques combinaisons comme d'autres, mais il n'a jamais été macroniste, c'est faux. Comme Xavier Bertrand n'a jamais été un centriste. C'est pas François Bayrou, c'est pas Hervé Morin, etc. Donc, programmatiquement, je ne vois pas la différence entre un Xavier Bertrand et un Édouard Philippe. Moi, j'ai vécu les élections municipales de l'intérieur, d'accord. J'ai été élu local pendant 25 ans. Mais je loue votre connaissance interne du sujet et votre parcours exceptionnel. J'ai quelques arguments à vous y opposer. Mickaël, il n'y a pas de parcours exceptionnel. J'ai simplement 25 ans de vie d'élu local et 25 ans de militantisme dans cette famille politique-là. C'est à votre honneur. Avant, je rejoins En Marche. Voilà, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe sur l'échiquier politique, les élus LR qui ont gagné sont non pas celles et ceux qui ont combiné avec des centristes, etc., sont celles et ceux qui, justement, ont fait une forme de séparatisme. Ils sont allés avec leur couleur, et uniquement leur couleur. Prenez par exemple un Lisnard qui n'est plus LR uniquement parce qu'il est candidat à la présidentielle, mais la ligne LR aujourd'hui qui est majoritaire n'est pas une ligne centriste qui va se vendre ou se confondre dans le macronisme. C'est faux. C'est faux et factuellement faux. De facto, je dois avoir une divergence avec notre ami Mickaël Sadoun, mais je constate que le fait d'être à côté de moi lui donne des fulgurances, alors que je le considérais déjà comme un des intellos des vraies voix, vraiment exceptionnel. Donc, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire chez LR, vous voulez, je fais le résumé de ce matin. Copé se fait Bellamy sur un média. Wauquiez se fait Retailleau sur Sud Radio. Pécresse et Copé veulent un candidat qui aille jusqu'au macronisme. Pour aller dans le sens de notre ami Mickaël Sadoun. Retailleau veut une candidature indépendante à droite. Mais Retailleau dit sur un autre média de ce matin, je dis pas la phrase parce qu'elle est dans le qui c'est qui l'a dit, schématiquement, que l'union des droites se ferait sans lui. Bref, les Républicains, c'est un canard sans tête, mais le drame, c'est pas qu'il n'a pas de tête, il n'a pas de tête, il n'a pas de colonne vertébrale, et il n'a même plus de plumage. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Un magret. Ni plus ni moins. Au barbecue, c'est très bon. Si je peux juste rappeler ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en 2005, quand il a pris la tête de l'UMP, il disait, avant de vouloir rassembler les Français, il faut d'abord être capable de rassembler sa famille. C'est encore d'actualité. C'est François Mitterrand. C'est exactement en l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy. Mais c'est exactement ce que j'ai dit avant. J'ai dit Bruno Retailleau n'est pas capable de rassembler sa propre famille. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi maintenant. C'est vous qui êtes d'accord. Mon propos a précédé le vôtre. Mais quelle mauvaise foi ce Sébastien Ménard aujourd'hui. En qualité et en chronologie. Philippe David, il faut fermer l'ambassade d'Iran à Paris. Oui, et je pense que ça devrait être fait depuis longtemps. L'autre jour, je suis passé, je vous le dis, je l'avoue, en voiture et je tourne la tête, toujours un bâtiment très bien protégé. Et c'était l'ambassade d'Iran. Et moi, je me dis, comment est-ce que la France peut avoir des relations diplomatiques avec un pays qui, sur son propre sol, a tué un ancien Premier ministre qui s'appelait Chapour Bakhtiar. C'était en août 91 à Suresnes, en proche banlieue parisienne, pour nos auditeurs qui ne sont pas franciliens. Je continue. Comment peut-on accepter d'avoir des relations avec un pays qui a tué 58 de nos parachutistes le 23 octobre 1983 à Beyrouth? Comment peut-on accepter d'avoir des relations diplomatiques avec un pays qui a organisé les attentats de Paris en 86 en représailles du soutien de la France à l'Irak lors de la guerre Iran-Irak? Comment avoir continué d'avoir, nonobstant tout ça, parce que là le passif est quand même lourd, on est sur 8 ans. Comment accepter d'avoir des relations diplomatiques avec un pays qui pratique un antisémitisme d'État? Je me souviens d'Ahmadinejad organisant des caricatures pour nier la Shoah à Téhéran, d'accord, un concours de caricaturistes, les mêmes qui trouvaient parfaitement normal par ailleurs qu'on tue les caricaturistes de Charlie Hebdo. Bref, j'ai quand même du mal à comprendre la diplomatie française, si tant est que nous en ayons une, et je ne comprends pas qu'un pays qui a fait couler autant de sang
sur notre territoire et chez nos compatriotes, nous ayons des relations diplomatiques avec lui. Désolé, même au nom de la réelle politique, c'est irrecevable pour moi. Mais le problème, mon cher Philippe, et là je suis sérieux, vos prémices sont toujours assez remarquables. Vous connaissez parfaitement la réalité, pas forcément dans le présent, dans le passé. Souvent, vous développez des raisons qui pourraient justifier des conclusions, mais simplement les conclusions ne sont jamais les bonnes. C'est-à-dire que vous êtes remarquable dans l'analyse, vous nous citez tout ce que votre mémoire vous permet d'enregistrer, et puis après les conclusions sont absurdes. Badaboum. À partir de ce que vous décrivez très bien, d'où tirez-vous qu'il faudrait abolir toute relation diplomatique? Parce qu'un pays qui fait couler le sang de nos compatriotes, on doit venger le sang de nos compatriotes, mais en aucun cas se coucher. Mais non, mais on n'est plus alors dans une vie diplomatique, même provocatrice. Je vais pas m'abriter derrière le général de Gaulle, mais tout de même, c'est une évidence. Sinon, on parlerait plus à l'Allemagne non plus. Enfin, non mais excusez-moi... On leur a fait 3 fois la guerre. Hein. Non, c'est eux qui nous ont fait 3 fois, n'inversons pas les rôles. Est-ce qu'on n'a pas semé un peu de zizanie dans ce duo? Non, je suis sûr que Michael Sadoun va me soutenir. Écoute, pas totalement, parce que moi j'ai dit tout le mal que je pensais du régime iranien tout à l'heure, donc je suis pas. J'en pense encore plus de mal que vous. Je suis pas suspect de sympathie, mais il me semble que la mission de la diplomatie est encore plus utile pour parler à ses ennemis que pour parler à ses amis, parce que naturellement ses amis, on n'a pas tellement besoin de formalités, je dirais. Pour ça dépend avec les Américains qui sont nos amis. Il se trouve, moi j'estime que l'Iran est un pays ennemi de la France, de l'Occident en général, mais il se trouve qu'on y a quand même des intérêts, nos compagnies pétrolières y ont des intérêts, donc il faut naturellement gérer ces intérêts. Donc je vois pas autre chose que la diplomatie pour ça. Si on ajoute les gardiens de la révolution, les Houthis, le Hezbollah, etc., mais je suis d'accord. Pour charger la barque, mais on devrait gérer ça et en sous-main alimenter la révolte et puis faire tomber le régime. En tout cas, tout faire pour faire tomber le régime. Vous amenez parfaitement le sujet, comme l'a dit Philippe Bilger, mais la chute, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la doctrine française et même la doctrine internationale qui consiste à dire on parle à tout le monde. Enfin, c'est ça la diplomatie, on parle à tout le monde. Et il faut se forcer, parce que finalement, quand vous ne parlez plus, qu'est-ce qui parle? Les canons? Les armes? Excusez-moi, les drones? Il n'y a pas d'ambassade de Corée du Nord en France. Et pourtant, la Corée du Nord n'a plus fait couler le sang d'un seul Français depuis la guerre de Corée qui s'est terminée en 1953. Mais est-ce que c'est une bonne chose de ne plus avoir d'ambassade? Enfin, moi je pense que c'est une connerie. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde, mais pas tout le temps non plus. Et cette doctrine française, honnêtement, pour l'instant, qui s'impose, de Mitterrand à Macron en passant par Sarkozy et Hollande, est une doctrine qui tient. Vous avez 2 otages français qui étaient détenus arbitrairement en Iran, qui ont touché le sol français, qui ont été libérés. Mais qui ont été retenus en otage pour plusieurs années. Mais très bien. Mais si vous ne parliez pas, s'il n'y avait pas tous ces réseaux diplomatiques qui négocient, qui dealent et qui libèrent des gens oppressés et des gens emprisonnés, il faut parler à tout le monde. Permettez-moi de vous dire que quand il y a eu des otages américains à l'ambassade US à Téhéran, c'est-à-dire à partir de fin 79, qui ont été libérés en janvier 81, il n'y avait plus de relations diplomatiques entre les 2 pays et pourtant les otages ont été libérés. Pourquoi? Parce qu'ils les ont libérés le jour de l'arrivée de Reagan au pouvoir et qui se sont dit qu'avec Reagan, ça allait pas être la même histoire qu'avec Carter. Ah mais c'est tout à fait possible. Ah bah oui, c'est pour ça que si on a des hommes qui sont capables de montrer les muscles et de s'en servir, ça peut aider. La France, c'est pas les États-Unis. La France, c'est pas les États-Unis, c'est pas tout à fait les mêmes moyens non plus. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même puissance. Mais ça, il faudrait mettre beaucoup plus dans le budget militaire. C'est ça, c'est mon point de vue. Allez, merci les amis. Vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur les 3 ans et demi de détention en Iran, justement, des ex-otages Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont de retour en France et qui ont été reçus à l'Élysée. On en parle dans un instant. Tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus.
Et avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 et Aude qui vous attend bien entendu. Il y a notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben allez-y, cliquez comme ça. On peut vous faire des coucous par chaîne interposée, j'ai envie de dire. Et puis on est un peu disponible sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez commenter, bien entendu, vous êtes les bienvenus aussi. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, avec ce nouveau livre, Philippe, que vous sortez le 9 avril, qui est demain. L'heure des crocs. L'heure des crocs, exactement, aux éditions de l'Archipel. Ah, il sait tout, il est fou, il est incroyable. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant en communication. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et après plus de 3 ans et demi de détention en Iran, les ex-otages Cécile Collère et Jacques Paris sont de retour en France et reçus à l'Élysée. C'est un ouf, c'est un soulagement, Philippe Bilger. Ah oui, très franchement, je n'avais pas suivi dans le détail cet enlèvement de ces touristes et le fait qu'ils avaient été condamnés pour espionnage. Après, ils ont eu la chance d'être à l'ambassade de France et traités, ils l'ont dit, d'une manière tout à fait cordiale ça veut dire... Ils avaient pris 20 ans pour Cécile Collère et 17 ans pour Jacques Paris. Ça veut dire que, quelles que soient les modalités de cette libération, il y a eu un échange, j'ai cru le comprendre, avec une Iranienne. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une stratégie à l'égard des otages de la part d'Emmanuel Macron et peut-être de ceux qui l'assistent, ses collaborateurs proches, qui n'est pas si médiocre que cela, puisqu'en définitive, c'est l'essentiel qui n'est jamais sacrifié. Sébastien Ménard. On va dire du bien d'Emmanuel Macron, pour une fois. Monsieur Philippe David, pourquoi vous me regardez avec vos yeux ? Ça me fait rire, c'est votre regard qui me fait rire. J'ai l'impression que vous délectez. Non, mais on les avait. En fait, moi j'ai toujours trouvé que l'histoire de ces deux otages était singulière, parce que faire du tourisme dans un pays comme l'Iran, j'aurais été, franchement, on aurait pu leur conseiller d'autres destinations. On va être d'accord, Mickaël Sadoun, là-dessus. Je suis même très d'accord. Voilà, je pense que c'était une énorme connerie. Après, que le prix à payer pour l'une comme pour l'autre était des condamnations à mort. Voilà, puisque je crois que l'otage français avait 60 ans, donc plus 17 ans, vous imaginez la date de potentiel de libération et de retour. Et pour Madame Collère, elle allait sortir, elle allait avoir plus de 60 ans. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que finalement, cette stratégie, c'est pas la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est la stratégie, je dirais, c'est la ligne rouge du Quai d'Orsay qui consiste à dire on parle à tout le monde, on continue à parler, on continue à négocier, et au moment où on apprend que les bombes vont se taire, même 15 jours, c'est le moment pour faire un deal et puis sauver 2 vies, parce que c'est 2 de nos ressortissants. Vous faisiez tout à l'heure la liste, Philippe David, de toutes celles et tous ceux qui sont tombés sous le feu iranien, et souvent sous le feu du terrorisme iranien. Ces 2-là, franchement, moi j'étais persuadé qu'on ne les reverrait jamais. Alors après, il y a une contrepartie, puisque c'est en échange de Mahdi et Sfandiaroui qui a été condamné pour avoir fait l'apologie du massacre du 7 octobre. Et on paye en général. Oui, globalement, rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit, si ce n'est que c'est toujours difficile, dans des sujets internationaux comme on a traité avant, comme sur la libération des otages, de commenter les choses, parce que par nature, la diplomatie et les affaires internationales sont quelque chose qui se font dans le secret. Et dans une certaine opacité. Donc c'est très difficile d'anticiper des choses, c'est très difficile de savoir ce qui est en train de se passer. Je me souviens d'ailleurs au moment de la libération, au moment des négociations pour la libération de Boualem Sansal, on a parlé pendant des mois de la bonne stratégie à adopter. La réalité, c'est que personne ne connaît vraiment la bonne stratégie à adopter, si ce n'est les gens qui sont en train de faire le truc. Qui doit évoluer tout le temps, de toute façon. Qui doit évoluer tout le temps, parce que de l'extérieur, on est là à dire mais non, ça marche pas, mais le pouvoir algérien s'en fout. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Moi, j'étais pour une ligne, je vais le dire, beaucoup plus dur envers le pouvoir algérien, pour une question de principe, d'affrontement géopolitique, d'affirmation de la France, de ce qu'on voudra. Mais après, l'efficacité de la chose, je saurais pas la commenter. Donc pareil pour l'Iran, je ne sais pas par quel réseau on est passé. C'est des choses qui par nature sont secrètes et qui invitent
un petit peu d'humilité dans le raisonnement. Alors moi je crois qu'il y a une chose quand même, c'est que c'est un peu un bis repetita cet échange de cette femme qui avait fait l'apologie du pogrom du 7 octobre contre 2 otages français qui étaient poursuivis sur des accusations de poudre de perlimpinpin. Ça me rappelle, vous savez, tout à l'heure je parlais de l'assassinat de Chapour-Bakhtiar. Un seul de ces assassins avait été arrêté, il avait été arrêté en Suisse, il s'appelait Ali Vakilirad, et il avait été libéré nonobstant sa mort contre une Française qui avait été arrêtée en Iran qui s'appelait Clotilde Reiss. Donc voilà, on a échangé une otage qui n'était pas une prisonnière qui avait été, enfin une personne qui avait été condamnée en France à juste titre contre 2 innocents qui étaient condamnés sur des accusations mensongères en Iran. Voilà. C'est encore l'histoire se répète. Merci beaucoup, messieurs. Allez tout de suite un peu plus léger, beaucoup plus léger même. C'est le bon Flavio. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Flavio, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Oui, ça va. Bah, moi, je m'inquiète un peu pour vous, parce qu'à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, vous vous faites mal parler, on vous bouscule, c'est dingue. On peut pas acheter tranquillement, en fait, sur le Bon Coin. Et les risques du métier, quand on vient déranger certains escrocs, arnaqueurs sur le Bon Coin, on est face à des personnes qui nous menacent, insultent. Et là, pour le coup, encore une fois de plus. Ouais, et ils ont de l'imagination. C'est ça, et on a tout simplement des câbles électriques d'une borne de recharge à vendre. Enfin bon, à écouter. Ouais, c'est bizarre, elles sont tombées du camion, celles-là aussi. Allez, on écoute. Oui, allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur le Bon Coin. Oui. Laquelle ? Bah justement, j'ai pas très bien compris, c'est des câbles électriques qui sont à vendre ? Ouais, t'as tout compris, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Mais on dirait du moins ça ressemble à des câbles électriques d'une type borne de recharge de voiture, quoi, électrique. Bah ouais, c'est ça, t'as bien vu, c'est bien ce que je vois, t'as pas besoin de lunettes, mon champion, t'es juste en train de décrire visuellement l'annonce que j'ai postée, donc c'est exactement ça. Mais comment c'est possible de vendre ce genre de câble ? On le vend, mon grand. Tout se vend, donc tout est possible à vendre, S'il y a quelque chose sur le Bon Coin, c'est que c'est vendable, Oui. Bah c'est vrai que c'est pas bête, c'est pas faux. Bah oui, c'est logique. Mais on voit à travers il y a encore le connecteur dessus sur les câbles, le connecteur pour brancher le véhicule pour le. Moi j'ai une question aussi à te poser là. Oui. Tu vas me faire chier longtemps ou c'est comment là ? C'est l'appel que tu me fais là, c'est pour me faire chier longtemps ? Non, c'est parce que c'est la première fois que je vois sur le Bon Coin ce type d'annonce avec le câble d'une borne électrique. C'est quand même particulier. Eh ben voilà, si c'est la première fois que tu vois, tu fais l'étonner sans appeler. Là, tu m'appelles, tu me déranges là. Ouais. Bah c'est bon après. Des questions là. Je me suis dit des questions à la con. J'appelle quand même, on sait jamais comme on pose des questions. Mais va appeler quelqu'un d'autre, ça me fait pas chier à moi. Bon, je vais appeler quelqu'un d'autre. Okay. Oui. Mais je vous rappelle. Des soucis, c'est mieux pour toi. Je vous rappelle si jamais ça m'intéresse. Très méchant. Sans problème. Ouais, c'est ça, sans problème, ouais. Ah, il y a un accueil, comment dire, chaleureux. C'est un bon vendeur. On dirait des escrocs. Rien que le ton, déjà, c'est inimaginable. Hallucinant. J'espère que Flavio appelle en numéro caché. Oui. Non, il peut appeler en numéro normal et après il bloque le numéro qu'il a appelé. Il va se retrouver avec tous les voleurs de poules de France sur le dos et il va rien comprendre. Non, mais c'est vrai. Bravo, en tout cas, franchement, moi j'aurais pas cette patience. Vous voulez toujours acheter des choses un peu bizarres. Vous voulez acheter des voitures qui ont un arbre à l'intérieur, vous voulez acheter des câbles qu'on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, c'est dingue, cette envie toujours d'aller chercher le truc. Ça montre qu'il est bien câblé. Oui, exactement, il est bien câblé. En tout cas, voilà, cette arnaque. Non mais c'est pas nécessaire. Justice a été rendue par la régie quand même. Oui, non mais attendez, on peut pas laisser passer n'importe quoi. C'est ce que je me disais. N'importe quoi. En tout cas, retrouvez en podcast, bien entendu, sur Sud Radio, et vous allez sur Flavio Le Bon Coin sur Instagram, et on se retrouve demain à la même heure. Et j'ai envie de dire. Vivement demain. Vivement demain, exactement. Dans un instant, le journal, juste après la météo, et Philippe David qui va encore aller. Ah ben, quand un héros de la gauche, Cédric Héroux, parle comme un chien, un militaire de Sentinelle, et qu'il s'en vante sur son compte Instagram, moi, ça me fait réagir. Ah là, oui, il est tout rouge. Il est fâché, Allez, à tout de suite. Sud Radio.
ensemble. C'est le presque. Oui, mais ça peut repartir, hein, c'est ça le problème. Non, je vous promets. On a trouvé des points d'accord fondamentaux. En fait, il y a eu des négociations. Il y a eu des grandes négociations. On a 10 points. On a plein de potes en commun avec Michael Sadoun. Exactement. Il a reçu 12 SMS, moi 15 et on va finir samedi soir. Avec un peu plus d'humour, il y a un cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Tout à fait. Ouais. Il n'y a même pas eu de guerre. Quoi, la diplomatie fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Pour les caméras. On a ramé, mais on y est arrivé. Je me dis que je suis le seul à avoir une colonne vertébrale sur ce plateau, mais bon. Il y a les girouettes, hein, Recommencez pas Cécile. C'est pas elle qui tourne, c'est le vent, disait Edgar Faure. Absolument, mais là c'est les deux en fait. Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun, Sébastien Ménard, et tout de suite c'est notre ami Philippe David et son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi Breil-sur-Roya? Bourgade paisible, d'un peu plus de 2000 âmes, située dans l'arrière-pays niçois, parce que c'est dans cette région qu'on a entendu ces propos. Bonjour. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ouais, et vous pouvez m'expliquer? On contrôle la frontière franco-italienne. Ok, moi très bien. Ben, bon contrôle. Mais il a pas besoin de vous répondre. Hein. Vous voulez quoi en fait? Pardon? Il y a un Dimster. Tu peux appeler les fessiers? Tu peux fermer la porte. Ferme la porte, Amadou, on y va. Bon allez, bonne journée. Hein. Au revoir. Au revoir. Le son que vous venez d'entendre a été filmé et posté sur son compte Instagram par Cédric Héroux, agriculteur à Breil-sur-Roya, bien connu pour ses aides répétées à l'entrée de clandestins en France et à l'origine de la question préalable de constitutionnalité qui a causé la décision du Conseil constitutionnel consacrant le principe constitutionnel de fraternité et de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Un Cédric Héroux qui mentionne en commentaire de sa vidéo sur son compte Instagram « Bonjour monsieur le préfet 06, pouvez-vous expliquer à vos militaires que leur mission ne les autorise pas à interpeller ni contrôler. Bonne fin de courage, monsieur le préfet. » Un Cédric Héroux qui se permet de demander à un militaire qui lui demande ce qu'il fait, ce qu'il lui fait, et ce que lui fait, chose à laquelle le militaire répond « Mission Sentinelle. Vous pouvez m'expliquer? On contrôle la frontière franco-italienne. » Un militaire bien sympathique pour accepter de se faire parler comme à un chien. Le même militaire qui demande à une personne présente dans le véhicule « Vous venez d'où comme ça ?» Chose à laquelle Cédric Héroux répond « Mais il n'a pas besoin de vous répondre. Vous voulez quoi en fait ?» Le militaire appelant un collègue lui demandant de prévenir les forces de sécurité intérieure. Un appel qui ne gêne pas du tout Cédric Héroux qui dit à un passager « Ferme la porte Amadou, on y va. » C'est alors que la porte se ferme et que se termine la vidéo. Mais pour qui se prend Cédric Héroux? Il pense qu'il fait la politique de l'immigration à lui tout seul? A-t-il entendu parler de la démocratie, les Français refusant massivement l'immigration clandestine? A-t-il entendu parler des frontières, souhaitées elles aussi par une grande majorité des Français? Les trafiquants de chair humaine leur remercient, eux qui les embaucheront au noir pour faire la plonge ou comme livreur à vélo pour un salaire de misère. Le capitalisme a encore et toujours besoin de ces idiots utiles. Ça va même vous aborder intelligemment le problème politique à propos de ce personnage, mais je mettrais même plutôt en cause la défaillance humaine d'un tel être, parce qu'au fond, pour n'être pas capable, en ayant certaines convictions politiques, de traiter avec courtoisie et fermeté des gens qui ne pensent pas comme nous, ça leur métier, un militaire, il fait son métier. Qu'on a une grave faille intellectuelle et morale. Et je dirais que vous auriez mieux poussé votre réquisitoire plus loin. Bah, Cédric Héroux, n'est pas grand-chose. Ça n'aurait pu être qu'une anecdote. C'est un mec de gauche qui a une dégaine d'altermondialiste. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas un personnage d'un grand talent ou d'un grand rayonnement. Mais ce qu'on peut déplorer, mais c'est une des coqueluches de certains. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est précisément que la décision du Conseil constitutionnel lui a donné un aura particulier, mais parce qu'il a été validé d'une manière ou d'une autre par une décision de justice. Donc, je vais vous dire, Cédric Héroux, au fond, je lui veux pas grand-chose. Par contre, notre système judiciaire, qui a consacré le principe de fraternité sur une base philosophique assez fumeuse pour valider une action qui est illégale, ça, par contre, oui, ça c'est mon ennemi, ce système judiciaire, oui. Ce qui pose problème, c'est pas cet énergumène que moi aussi j'ai vu sur les réseaux sociaux, bref. Et franchement, il ne mérite pas la publicité qu'on lui fait. Ouais, c'est ça. Ce qui est plus gênant, c'est la permissivité systémique.
Ah oui. C'est-à-dire que le sujet, c'est ça. Il ferme la porte. C'est que, je sais pas s'il part ou pas, mais c'est incroyable. Monsieur Philippe David, ce qui est choquant, c'est pas les péripéties de cet énergumène. C'est pas ça le sujet. C'est que la loi permet cela. Bah, mais ça, c'est dingue. Voilà. C'est que la loi permet. On n'a plus de frontières. C'est ça. On n'a plus de frontières. C'est dramatique. On va vous embêter, et je suis poli, quand vous passez Irun entre l'Espagne parce que vous avez 2 cartouches de cigarettes. Là, par contre, on va vous arrêter. On va contrôler vos enfants, les passeports, les machins, etc. pour 2 cartouches de cigarettes. Et vous avez des filières. On n'est même plus dans des filières d'immigration clandestine. On est dans des filières légales de clandestins. Toléré. C'est ça le sujet. Et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est déroutant. Plus que, évidemment, ce bipède inintéressant. Merci. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons nommer un nouveau ministre aujourd'hui. Ce sera le ministre du Logement. C'est intéressant aussi, par les temps qui courent. Et puis juste après, le retour de Sébastien Ménard au Qui c'est qui l'a dit. Non, je joue pas. Ah si, vous jouez. Ah, vous faites la grève? Bien sûr que vous jouez, mais vous jouez honnêtement. C'est ça partie de... C'est ça la nouvelle... Là, c'est beaucoup lui demander. Il faisait partie du gang des tricheurs? Oui, c'est toi qui menais le gang des tricheurs. C'est le taulier, c'est là. Moi, je vais me lever. Je peux pas jouer avec toi. Là, c'était Pablo Escobar pour le cartel de Medellín. Le gang de la triche, pas des potiches. Regardez discrètement la tête de Philippe Bilger quand je parle de ça. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. J'ai notre réalisateur qui m'a fait les gros yeux parce que en disant mais tu sais qu'on reprend l'antenne, je vais pas me faire engueuler en plus. Si. Ah non, jamais. Ah, j'aimerais bien. Ah oui, j'aimerais bien. Oui, dis donc, c'est pas possible. Non, mais surtout que Cécile me disait, t'as vraiment trop atomisé Sébastien Ménard et Philippe Bilger, mets la pédale douce. Et tu peux me dire quand elle a dit ça? Il y a 2 minutes. Il l'a lu dans mes yeux. Mais je n'imaginerais pas une telle aberration. Non, mais pardon de vous le dire, Sébastien et Philippe Bilger, je vous trouve docile, mais tellement docile tout à coup. Vous vous êtes assagi là. Mais on a, chère Cécile, on a gagné. Tu les as piqués. L'atome n'a pas d'effet sur nous. Nous prenons des pilules iodées. Vous vous êtes rendu compte, après réflexion, que vous aviez dit des bêtises. Absolument pas du tout. Ils ont présenté leurs excuses. Je les accepte. Vous aurez noté qu'au fil du dialogue, ça s'est complètement excusez-moi, la morale de l'histoire, c'est que vous avez subi un camouflet. Voilà. Et vous-même, vous avez commencé en éructant et en terminant presque à plat ventre. Non. Si j'ose dire, c'est pas possible. Avec des difficultés à vous relever. Mais nous, on prend du recul vis-à-vis de la bassesse de vos pensées. Voilà. On se dit que comment on peut vous nourrir pour que vous puissiez avoir des arguments qui tiennent la route, en fait. Ma chère Cécile, vous n'êtes plus une arbitre, mais une partie au débat. Non, mais c'est parce qu'on était tellement convaincants qu'elle est sortie de sa neutralité usuelle pour rejoindre le camp de la raison. La colombe est devenue faucon. Il faut à un moment donné célébrer l'intelligence. Et c'est ce que je fais avec nos amis à ma gauche. C'est gentil de le reconnaître quand même. Ça fait terrifiant de nous priver de la seule qualité qu'on a. Voilà, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, demain je serai avec vous. Voilà, il y a une égalité parfaite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Bien entendu, tout ce que je dis est pour rire. En revanche, là c'est bien sérieux puisque nous avons nommé un ministre du logement et c'est Luc qui est avec nous. Il est avec nous. Tu es belge. Il était avec nous. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Luc est avec nous du Perreux-sur-Marne. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe David, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Cécile, je ne comprends pas que vous vous commettiez avec de sinistres individus comme cela. Mais nous non plus, on comprend pas pourquoi elle se commet avec nous, vous savez. Allez-y, monsieur le ministre, chargez-les. C'est le triomphe de la nuance. Allez, on vous écoute, monsieur le ministre. Un tout petit mot avant de vous faire part de ma première mesure, à l'intention de Philippe David. Il y a quelques années, Cécile, j'étais avec vous au téléphone et avec Patrick Roger lors de la parution du livre de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Drouet, l'immigrationniste transalpin. Je sais plus. Héroux.
Non. Transalpin. Non, je ne sais plus. Vous avez fait votre rubrique là tout à l'heure là. Cédric Héroux. Cédric Héroux. Bah oui. Voilà. Et, donc je vous l'enverrai si vous voulez. Je disais donc à votre réponse que je tenais ce monsieur responsable parce qu'il ne maîtrisait strictement rien de ce qui allait arriver et serait un jour responsable et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, un des immigrés de la Charente avait égorgé dans une église, je ne sais plus si c'est un prêtre ou une paroissienne. Oui, il y a eu une affaire dramatique, exact. Il y avait un truc, oui, effectivement. Alors, sinon, vos propositions pour le logement. En tant que ministre, alors déjà, je voulais vous dire que je prendrai mes fonctions qu'après les prochaines présidentielles. D'accord, okay. C'est vous qui choisissez. Alors, nombre de familles sont cantonnées à rester locataires toute leur vie, faute de pouvoir acquérir. La raison en est souvent que même avec 2 salaires, alourdis des impôts inhérents, une famille, 2 enfants, on ne peut économiser régulièrement pour constituer un apport financier. Les dépenses obligatoires que la modernité nous impose, le loyer, l'éducation des enfants, la nourriture, les frais auxquels on ne peut se soustraire, tout ceci augmente régulièrement et épuise l'intégralité des salaires du couple. Pourtant, ces familles revenues à peine au-dessus des minima sociaux pourraient rembourser le loyer qu'elles payent dans le parc privé en un remboursement de prêt et ainsi rentrer dans un cursus de capitalisation qui jusque-là leur était interdit. Je propose, et j'en déposerai une loi très bientôt, que ces familles bénéficient d'une exonération d'apport personnel réclamée par toutes les banques pour accéder à un prêt. Si chose extraordinaire, elle se heurtait à un refus de la banque, l'État pourrait substituer à elle pour accorder ce prêt à travers un fonds d'investissement bien géré. Bien géré, c'est-à-dire pas par l'État. Cela aurait pour avantage de faire entrer ces familles dans un schéma capitalistique de la propriété individuelle qui leur assurerait un tremplin au fil de leur vie pour passer à une deuxième acquisition plus grande et enfin leur assurer la sécurité dans le logement, la retraite venue. Eh ben écoutez... Et a posteriori, libérer des logements à la location ou à la vente. Ok, eh ben on va faire... Moi je valide à 100%, moi je suis pour un pays de propriétaires, ça tombe bien. La France étant déjà beaucoup un pays de propriétaires, mais comment le prêt serait garanti? C'est l'État, c'est ça qui garantit le prêt sans apport? Non, oui, ça peut être l'État ou ça peut être la banque. Par une décision législative ou quoi, les banques seraient obligées d'avoir un quota de dossiers qu'elles étudieraient, bien évidemment. Il faut tomber sur des gens raisonnables qui ne profitent de ça, mais l'apport personnel ne sert pas à obtenir un prêt. L'apport personnel, c'est une garantie. C'est ça. C'est un professionnel qui vous parle. Bien sûr, mais vous augmentez quand même la charge du crédit mensuel et en plus l'activité bancaire étant plutôt un secteur à faible marge, c'est un peu compliqué pour les banques en fait. J'avais pas mal étudié ça et les banques sont des espèces de grands appareils à gérer le risque. Et évidemment, si vous augmentez la charge mensuelle des gens qui prennent un crédit, ça augmente le risque pour les banques naturellement. Donc il faudrait, cher ministre, trouver une solution au cas où le prêt ne serait pas remboursé dûment. C'est un risque, bien qu'étant de droite, très très à droite, je pense que c'est une mesure sociale qui peut être intéressante dans la mesure où on aurait affaire à des gens responsables. Sur le fond, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas affaire qu'à des citoyens intelligents comme ceux qui viennent de vous parler. Vous n'auriez pas eu une deuxième mesure, peut-être moins technique? Je la trouve pas très technique. C'est pas technique, hein. Non, mais parce que vous avez affaire à des cracks. Mais moi, j'ose dire que je suis citoyen de seconde zone qui est prêt à vous valider. Monsieur le ministre, moi je trouve la mesure vertueuse. Elle permet de réhabiliter une profession très controversée qui est celle de banquier, parce que vous le dites, Mickaël Sadoun, évidemment les marges sont petites, mais on a toujours le sentiment que les marges sont finalement très importantes. Premier élément. Deuxième élément, le logement pour tous, en tout cas pour le plus grand nombre. On souffre dans un pays aussi puissant, aussi riche économiquement, du mal logement, et le mal logement pourrait être transformé par du mieux logement, par du bien logement, et permettrait de relancer tout un secteur d'activité qui a été ces 10 dernières années, et ça me fait du mal de le dire, mais totalement atomisé, mon cher Philippe David, atomisé. Par Emmanuel Macron. Voilà. Merci de le dire. Je l'ai pas dit comme ça. Merci, monsieur le ministre. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, et puis on retient cette proposition.
et pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, elle est là, elle est posée là. Si un ministre, un président de la République en devenir vous intéresse, en tout cas, ça vous intéresse, vous appelez Luc au Perreux-sur-Marne et on vous transmettra ces informations. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, les amis, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Une facile. Qui c'est qui l'a dit? LFI est un parti néofasciste. Lisnard. Il a été le plus rapide. Oui, mais je l'avais dit avant. C'est une question de rapidité. Hein. Qui c'est qui l'a dit sur le Proche et le Moyen-Orient? Notre souhait est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. Emmanuel Macron, président de la République. Bravo, merci. Ça va. Qui c'est qui l'a dit sur Sarah Knafo et Eric Ciotti? Ce seront des adversaires. Mes adversaires. Je vais y aller. Bonne réponse. Non, mais ils ont déjà les questions, les réponses. Non. Qui c'est qui l'a dit sur Rima Hassan? Elle n'a jamais incité à aucun acte terroriste. Mélenchon? Non. Bompard. Non. Guettet. Non. Panot, oui. Bonne réponse. On les a toutes fait. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Trump a tenu un discours génocidaire. C'est un président vulgaire et erratique. Les deux derniers C'était ce matin sur Sud Radio. Hein. C'est pas Laurent Wauquiez? Si, bonne réponse de Sébastien Ménard. Président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit à Mathilde Panot? Vous participez à une banalisation du mal, vous participez à la banalisation de ce racisme, et c'est dangereux justement pour cette cause. Il nous faut un indice. C'est sa ministre. Quelqu'un qui a taclé Mathilde Panot. Oui. Mais merci. Darmanin? Non. Plus haut. Dans l'hémicycle. Plus haut. Le Cornu? Bonne réponse de Michael Sadoun. Okay. Qui c'est qui l'a dit? Sur les tirs et sur les loups, il faut protéger une espèce qui doit l'être, mais aussi nos éleveurs. Facile. Genevard. Bonne réponse de Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit sur la hausse des prix des carburants? Ce n'est pas un problème franco-français. Régent. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il a bossé Philippe. Là. Non, mais c'est les plus faciles. Il écoute attentivement Maud Bréjon. Qui l'a dit? Interdire le port du voile aujourd'hui est une illusion. C'est trop tard. Copé. Bonne réponse de Michael Sadoun. Ouais. On peut en faire deux petites vintage. Allez. Qui c'est qui l'a dit? C'est quelqu'un qui est disparu il y a 13 ans aujourd'hui. Si vous voulez que ce soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que ce soit fait, demandez à une femme. J'aime bien. En version originale, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. C'était mieux en français. Thatcher, bonne réponse. Okay. Et la dernière, qui c'est qui l'a dit? Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Un très grand chanteur. C'est Brel, non? Bob Brel, bonne. Bon, bah écoutez, je reviendrai plus mercredi. Allez, vous êtes tous mis à l'amende. Merci, ce sera tout. Je ne reviendrai plus face à Michael Sadoun. Brel qui aurait eu 97 ans aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Bravo. Oui. Et voilà, c'est une belle victoire en tout cas de Michael Sadoun. Attendez, il y a un truc. Ah non, mais je te jure que là, j'étais dans une forme olympique. Et encore, je suis pas au max. Je suis un grand professionnel. Il y a un truc. Ah non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu. Bah là, c'était. Rien d'autre que de la culture et de l'intelligence. Ah, vous l'aviez pas celle-là. Allez les amis, dans un instant la question du soir, puisque hier les députés ont examiné une proposition de loi pour sortir l'Alsace de la région Grand Est. Avec cette question du jour. Voulez-vous retrouver vos régions d'avant? Vous dites tout à 78%. Vous êtes nostalgique de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon et de l'Aquitaine? Appelez-nous au 0826 300 300. Mais c'est aussi valable pour la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Et on sera très heureux de vous accueillir avec Aude au 0826 300 300. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table joyeuse, finalement, puisque nous avons trouvé des terrains d'accord. Avec de plus en plus. Michael Sadoun. Ils sont allés à Canossa, comme on disait tout à l'heure. Sébastien Ménard, Philippe Bilger et Philippe David, bien entendu, tout de suite. Les amis, puisque hier les députés ont examiné une proposition de loi pour sortir l'Alsace de la région Grand Est avec cette question du soir, Philippe. Voulez-vous retrouver votre région d'avant? Eh bien, vous dites oui à 78%. Nostalgique de... Alors la Bretagne, ça n'a pas changé, mais de la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, ou de l'Alsace qui n'était pas dans le Grand Est. Alors il y avait l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, etc. Appelez-nous au 0826 300 300. Et c'est la question du soir. L'autre
L'autre grande actualité de la journée, c'est l'examen de la proposition de loi sur la sortie de l'Alsace du Grand Est. Ce serait une nouvelle fois ne pas respecter l'Alsace que de faire en sorte qu'il n'y ait même pas de débat. Le débat doit avoir lieu. Nous avons ici le président Hollande qui est présent dans cette assemblée. C'est lui qui est à l'origine du problème que nous avons depuis 10 ans. Tromper ainsi les Alsaciens et les Alsaciennes, tromper nos propres collègues en faisant semblant que l'objectif de ce texte, c'est de défendre les identités régionales, ce n'est pas acceptable. Il y a des vieux Alsaciens qui le disent, leur langue se meurt et avec eux c'est leur culture et leur histoire qu'ils se meurent. Il n'y a pas un mot de tout ça dans ce texte. Vous n'avez que faire de l'Alsace. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous, Jean-François de Béziers au 0826 300 300. Et pourtant, exceptionnellement, je veux commencer par Philippe Bilger, bien entendu, puisque l'Alsace, il la connaît bien. Oui, je la connais. Alors, l'Alsace, j'ai entendu avec beaucoup d'émotion cette voix qui était teintée d'un accent méridional, me semble-t-il. Ça c'est Sandra Regold, députée écologiste d'Alsace, mais qui est originaire de Montpellier. Tout ce qu'elle a dit peut relever de banalité que tout le monde approuve aujourd'hui. Mais plus sérieusement, sur les changements de structure, je suis frappé de voir à quel point, ayant eu l'occasion de discuter avec André Valigny sur cette réforme profonde, elle a été faite non pas en dépit du bon sens, mais très rapidement, sur un coin de table, dans l'urgence, il fallait qu'elle respecte certains délais. Et à partir de quelques années, tout le monde adhère au sentiment de son imperfection et du fait qu'elle devrait être révisée, retouchée. Mais comme l'a dit Michael tout à l'heure, à ce moment-là, on ne peut plus parce que ça coûterait trop cher. Il y a donc une désorganisation profonde de l'État dans les réformes ô combien nécessaires qu'il peut accomplir. Alors, Jean-François est avec nous de Béziers. Bonsoir Jean-François, bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Bonsoir. Merci. Oui, moi, vous m'avez posé la question. Moi, je suis totalement favorable à la suppression des régions, carrément, même pas dans leur forme actuelle, dans leur forme tout court. Parce qu'en fait, c'est une absurdité. Ça n'a, sur un pays comme le nôtre, 500 000 km², même pas 70 millions d'habitants, ça n'a aucune pertinence. Alors, il y a des beaux exemples, comme lorsque François Hollande a transformé les régions qui sont passées de 22 à 13. Alors, celui que je connais bien, c'est l'Occitanie. Nous avions la capitale régionale Montpellier, qui s'est trouvé dépouillé par Toulouse et qui devenait la nouvelle capitale régionale. Mais pour pas blesser les Montpelliérains, eh ben on a laissé une gouvernance à Montpellier qui ne sert à rien puisque la gouvernance est à Toulouse. Donc voilà, alors à Montpellier, vous avez un petit essaim sans reine de quelques abeilles politiques qui finissent leur vie aux frais du contribuable et dans un immense, je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel de région qui avait été construit par Jacques Blanc, c'est somptueux, mais ça ne sert plus à rien, c'est une coquille vide. Et alors tant qu'on y est dans les absurdités, si vous permettez, je vous en prie. Quand la Corse a trouvé que c'était pénible d'aller siéger à Marseille à l'époque de PACA, eh ben on a fait de la Corse une région. Ils ont coupé un département en deux, allez, 2 présidents de département, un président de région autonome. Et au niveau de l'inefficacité de la région, alors là je vous cite le Languedoc-Roussillon que vous devez bien connaître, le train à grande vitesse qui part de Berlin et qui descend jusqu'à Séville à 300 à l'heure, ben il s'arrête à Nîmes, là il redevient machine à vapeur du 19e siècle jusqu'à Perpignan. Et pourquoi sur 150 km on n'a pas la grande vitesse? Ben parce que quand l'État a dit il faudrait que les régions s'y mettent, ben nous on s'y est pas mis. Voilà, nous on n'a pas payé. Alors actuellement le nouvel appel d'offres sur le tracé définitif et les gares vient enfin d'être lancé. Voilà, c'est une absurdité mécanique qui est liée à cet empilement de fonctionnaires qui servent à rien parce que les pauvres types, ils n'ont pas de boulot, alors forcément ils n'ont rien à faire. On les embrasse. Ah ouais, bien entendu. Alors, pour mémoire, et ça vous le savez, le budget de la région Occitanie, c'est quand même 3,5 milliards.
Ouais, c'est beaucoup. Jean-François, on fait une petite pause avec vous pour faire réagir nos vraies voix. Sébastien trépigne. Non, mais parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que Philippe Bilger a cité son ami André Valigny, qui était ministre de l'aménagement du territoire, de la réforme de l'État à l'époque. Sa ministre de tutelle était Marie-Lise Lebranchu et le Premier ministre était Manuel Valls. Autant dire les bons apparatchiks du PS qui ne cherchaient qu'une seule chose à l'époque. Il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on regroupe quelque part des régions, soit on redécoupe la carte électorale. Ils voulaient gagner les élections régionales, rappelez-vous. Parce qu'en fait, la problématique de tous les exécutifs, c'était Hollande entre 2012 et 2017, c'était Macron après, etc. On tripatouille, et Sarko avant eux, on tripatouille parce qu'en fait, les élections, les exécutifs les perdent. Toutes les élections intermédiaires, les exécutifs les perdent. Là, ils ont redécoupé comme des apprentis sorciers de la carte électorale. Voilà, ils ont redécoupé. Moi, quand je vois ma région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, qu'est-ce que les Pyrénées-Atlantiques ont à voir avec la Creuse, la Corrèze, la Charente? Rien. Voilà, tout ça est complètement dingue et tout ça mériterait qu'on remette de l'ordre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on n'en a plus les moyens, malheureusement. Et puis, si vous permettez, aujourd'hui, par exemple, la région a sous ses prérogatives les zones d'activité et les transports. Et les lycées. Et les lycées, les lycées, c'est autre chose. Mais prenez les zones d'activité et les transports. Les présidents des agglos en sont jaloux. Donc, ils n'aiment pas que la région vienne y mettre son nez, sauf si c'est pour lui demander des subventions. Résultat, il y a parfois des intérêts qui s'entrechoquent entre ce que voit la région à 300 km, comme vous venez de le dire, et ce que le président de l'agglo voit sous ses yeux. Donc, on attend des subventions qui ne viennent pas. On fait des contre-études parce que les premières études ne satisfont pas le roitelet de la région. En tout cas, ça coûte un argent pognon fou. de dingue. Et c'est René Muselier qui dit qu'il a 600 km entre tout ça est ridicule. Écoutez, pardon Jean-François, je fais parler nos vraies voix. Moi, j'aimerais bien quand même comprendre concrètement, je suis pas tellement d'accord, quelle serait l'utilité d'un retour à des régions plus petites. Je comprends le principe d'homogénéité culturelle ou de lisibilité démocratique, etc. Ouais, mais bon, écoutez, maintenant on est allé dans ce sens-là pour une question d'efficacité économique parce que nos régions avaient pas des tailles comparables. Ça a mal été fait, ça c'est sûr et certain, parce que nos régions avaient pas des tailles comparables avec les Länders allemands ou avec d'autres régions d'Espagne ou d'Italie, etc. Bon, on l'a fait donc pour des raisons aussi de construction et d'homogénéité européenne. Vous croyez qu'une boîte de Corrèze, elle travaille avec une boîte de Pyrénées-Atlantiques? Pourquoi pas? C'est pas possible. Pourquoi pas? Non, mais je vous dis déjà, franchement, je regarde Philippe David qui connaît l'autoroute, les lignes ferroviaires par cœur. Je prends les deux extrêmes. Hendaye, la souterraine, à peu de choses près, 476 km. Oui, pour un rendez-vous, c'est sympa. Pour moi, l'identité à laquelle il faut faire droit, c'est celle de la nation, c'est éventuellement celle de la ville. Voilà, je me sens parisien, je me sens français, je me sens pas francilien. Je m'en fiche un petit peu, je vous avoue. Je comprends qu'il y ait des régions plus fortes que d'autres, la Corse, l'Alsace, leur histoire. En fait, ça devrait faciliter, peut-être. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a fait des grandes régions. Vous parliez de la Nouvelle-Aquitaine, qui est n'importe quoi, on est bien d'accord. Vous la connaissez par cœur. Oui, alors que d'un département que vous connaissez bien, et là je vais faire la guerre de clochers, les Pyrénées-Atlantiques, certains voudraient faire un département basque à l'ouest et un département béarnais. Mais ils ont raison. Non, mais c'est la preuve à quel point c'est complètement aberrant. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, de faire une grande région qui veut rien dire, alors qu'on serait prêt à couper un département en deux. Mais la vraie question qui se pose, on va toujours y revenir, c'est la réforme de l'État. La réforme de Hollande était ni faite ni à faire. Mais elle était partisane. Mais elle était partisane électoraliste. Enfin, excusez-moi, ça a pas mal réussi, parce que la gauche a gardé. Mais bien sûr. Parce que la gauche a gardé Occitanie, elle a gardé la Nouvelle-Aquitaine, elle a gardé la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, ça a pas mal marché, etc. Donc ça a plutôt bien réussi. Évidemment. Mais désolé, je vais pas être politiquement correct. La question qui se pose, quid des départements? C'est ça. Moi, si on revient aux anciennes régions, dans ce cas-là, on supprime les départements. Oui, dans ces cas-là, oui. Voilà. Oui, il y a une strate de trop. Mais non, mais il y en a au moins une de trop en France. Bien sûr. Excusez-moi, on en a au moins une de plus que l'ex-Union soviétique. Et il y a les agglos, il y a les OPCI, il y a je sais pas quoi. Mais, donc, il y a eu la métropolisation qui, à mon avis, a été une énorme erreur.
Mais vous qui êtes énarque... Ça fait 25 ans. En fait, au départ, ça part d'une bonne idée. On veut mutualiser. Nous, on nous a vendu ça il y a 25 ans en disant on va mutualiser la sécurité, les polices municipales. On va mutualiser l'enlèvement des ordures ménagères. C'était ça le sujet. Oui. C'était ça le sujet. Après, c'était la voirie. Finalement, aujourd'hui, vous regardez par exemple à Biarritz, votre permis de construire, il est instruit par l'agglo. C'est-à-dire qu'il est instruit à Bayonne. Et en fait, vous avez toujours des fonctionnaires à la mairie de Biarritz et vous avez évidemment des fonctionnaires à la mairie de Bayonne. C'est des doublons, des triplons, etc. Je dis pas que ça fonctionne pas bien. Je dis que a-t-on besoin de toutes ces strates? Mais c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, tout revoir de A à Z. Et désolé, ou alors pour garder une autonomie. Oui, ou alors. Je vais peut-être me faire insulter par les fans de Napoléon Bonaparte. Tant pis, parce que c'est lui qui les avait créés. Mais est-ce qu'il ne faut pas supprimer les départements? C'est ça la vraie question. Oui. La réalité... surtout qu'il a été dépouillé. Maintenant, le département, il gère que les affaires sociales et la distribution des... Et les collèges. On nous dit depuis 30 ans qu'il faut réformer le millefeuille administratif. Oui, mais moi je vous le dis, il faut le bouffer. Oui. Le bouffer. Voilà. Moi, là, pour le manger, je suis partant, un millefeuille. C'est pour ça que je vous dis Maxime, ça. Est-ce qu'on peut appeler Matignon, s'il vous plaît? Parce que là, on vient de redessiner la France. Il faut qu'on lui explique 2-3 trucs. Voilà. Moi, je passe mon tour, moi. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher un millefeuille? Non, mais j'ai une heure d'antenne, j'ai besoin de calories. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup d'avoir débattu avec nous. Vous restez avec nous dans un instant. La petite phrase du jour. Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, était l'invité de notre ami Jean-François Aquili ce matin. Et c'est dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nos amis Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard, avec Mickaël Sadoun et Philippe David, bien entendu. Laurent Wauquiez était là ce matin, député de Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. C'était l'invité de Jean-François Aquili ce matin à 8h15. Les vraies voix Sud Radio. On va dire les choses clairement, ça veut dire quoi? Le chèque énergie, c'est un chèque assistanat qui a bénéficié très majoritairement à des gens qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas. Et qui a été payé par les impôts de ceux qui bossent. Il a raison. Ah bon? D'accord. Non, mais il a raison. Laurent Wauquiez a raison. Combien de fois on a pu dire sur cette antenne que vous avez 40, on va dire parce qu'on est généreux et parce qu'on est smart intellectuellement, 40% des Français qui travaillent pour les 60% qui ne travaillent pas. Il y en a 53% qui touchent plus de l'État qu'ils le cotisent. Et dans les 60%, évidemment, on peut enlever nos enfants, nos aînés, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, la charge qui repose sur celles et ceux qui tirent la charrette France, le wagonnet France, et finalement devient de plus en plus lourde. Voilà. Non mais moi je crois une chose, c'est que j'en ai marre du chèque énergie, du chèque machin, du chèque bidule, du chèque truc. Donc moi je crois qu'il faudrait mieux être un peu pragmatique. Alors par exemple, là on va se prendre une augmentation du CAS le 1er mai à 15,4%, mais si je ne m'abuse, au nom du marché européen de l'électricité va aussi augmenter théoriquement. Oui, alors qu'on produit l'électricité moins cher. Donc plutôt que de faire payer beaucoup plus cher avec des gens qui se gavent comme intermédiaires pour rattraper le coup de faire un chèque énergie, si on faisait pas un peu simple, comme pour les nouvelles régions, on dit, écoutez, voilà, on sort du marché européen de l'électricité et maintenant le prix de l'énergie, c'est ça, et comme on a le nucléaire, on est les moins chers, et tant mieux. Qui a inventé les Shadocks, monsieur David? Je sais pas, c'était Claude Pieplu qui faisait la voix. Il était français. Et vous pensez que ce serait une bonne méthode alors que Le Cornu récemment avait dit que c'était une fausse bonne idée? Évidemment que le Cornu peut pas dire que c'est bien parce que le Cornu est un européiste. Donc c'est comme si vous demandiez à la curie romaine de critiquer le pape. Non, mais est-ce que sur le fond il a tort? Bah oui. Ah bon. Demander à Mickaël Sadoun, il va être d'accord avec moi. Ah oui, moi je suis 1000 fois d'accord. Et Sébastien Ménard aussi. L'État français s'achète éternellement un sursis avec de moins en moins d'argent dans les caisses et avec l'argent des derniers mecs qui font un peu d'argent dans ce pays. Qui font pas d'argent, qui bossent. Dites-le, Mickaël, qui bossent. Non, mais il faut le dire, pourquoi pas des mecs qui font de l'argent. Mais ils sont pas à plaindre non plus. Mais ils sont évidemment trop taxés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au lieu d'être dans une logique de moins de dépenses publiques et moins d'impôts, on est dans une logique de plus d'impôts et plus de dépenses publiques. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal de candidats qui ont envie d'inverser la tendance en 2027. Votez bien. Vous parlez du Portugal, de l'Espagne, non, notamment. Qui sont sortis, bien sûr. Lorsque le Premier ministre dit que ce sont des structures politiques qui n'ont rien à voir avec les nôtres,
C'est un argument valable. Là, il a pas tort. Là, il a pas tort. C'est vrai. Alors, oui, pour l'Espagne notamment. Vous qui êtes omniscient, mon cher. Alors déjà pour l'Espagne, il a pas tort parce que l'Espagne, alors l'Espagne c'est très compliqué, c'est un pays que je connais pas trop mal, où vous avez par exemple des généralités, des provinces qui ont. Je vous prends un exemple. La Catalogne, c'est quasi un État autonome. Là-bas, vous n'avez pas la Guardia Civile, vous avez les Mossos d'Esquadra, qui sont la police catalane, ce qu'on imagine difficilement en même France. Les régions ont beaucoup plus de pouvoir. Mais certaines encore plus, comme les Basques ou les Catalans, par exemple. D'accord. Donc ça la n'est pas Castille, absurde. on n'a pas plus que ça. C'est pas absurde de dire qu'on peut peut-être pas le faire. Oui. Non mais c'est cette théorie, c'est cette méthode de faire où on fait des usines à gaz et on dit après, comme c'est trop compliqué, on va vous faire un chèque. C'est le travail qu'il faut valoriser. C'est le travail qu'il faut valoriser. On est d'accord à 100%. C'est bien parce qu'au début de l'émission, il était contre nous, maintenant il est avec nous. Je crois que Bilger, c'est le dernier des Mohicans. Mais cette émission est un lent mouvement de réconciliation. C'est extraordinaire. Vous êtes parti de très bas sous notre influence. C'est génial. N'oubliez pas, la doxa. Sont pas les rôles. Vous savez quoi? C'est le public qui va juger. C'est ça. Voilà. La doxa, la mauvaise foi, c'est moi. Voilà. En plus, ça arrive. J'ai bien compris. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous autour de cette table. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Sébastien Ménard, merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci beaucoup. Vous retrouvez Philippe dans un instant avec François-Louis Bourneau. On parle de quoi? Alors on va parler, vous savez que on est par la loi solidaire de ses parents s'ils ne sont plus solvables. Et ça pose question parce qu'il y a des gens... Et quoi qu'ils aient fait, notamment, il y a des cas qui sortent dans la presse. Par exemple, une fille qui dit qu'elle avait été violée et qu'elle n'a pas envie d'aider son père qui l'avait violée. Donc ça pose quand même certaines questions. Vous voyez ce que je veux dire? On peut la comprendre. On peut la comprendre. Est-ce qu'il faut être solidaire de ses parents systématiquement ou pas? On va parler également de l'école. 1 700 000 élèves de moins d'ici 9 ans, parce que 2035 c'est demain. Est-ce qu'il faut baisser le nombre de profs ou baisser le nombre d'élèves par classe en gardant le même nombre de profs? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes parents d'élèves, vous êtes enseignants. Et ensuite, les carburants. Cessez le feu en Iran. Enfin, au Moyen-Orient, si jamais d'un seul coup le prix du pétrole baissait, est-ce que vous exigez que le prix il baisse tout de suite à la pompe comme il est monté tout de suite? Eh ben, on attend vos appels au 0826 300 300. Moi, j'ai déjà la réponse. On va finir à bicyclette. Les profs, ils sont pour la seconde branche. Oui. Allez, dans un instant, si vous voulez parler du Bitcoin, de l'or numérique qui est une valeur refuge, et tout de suite, c'est Thomas Binet, les incontournables de la crypto-monnaie, et j'en remercie bien entendu